Bienvenue donc à la Direction régionale des affaires culturelles. Notre grande mission régalienne, c'est vraiment de faire venir au plus près et de tous les publics, quels qu'ils soient, la culture. La DRAC est organisée en 3 pôles. Vous avez un pôle qui porte sur la connaissance, la conservation, la protection, la restauration et la valorisation des patrimoines au pluriel, et sans oublier la promotion de l'architecture. Vous avez un deuxième gros pôle qui est le soutien à la création artistique et culturelle, c'est-à-dire tout ce qui est aide aux interprètes, aide aux compagnies de théâtre, compagnies conventionnées, aux centres chorégraphiques, scène nationale, musique, danse, théâtre, cinéma, audiovisuel, livres, lecture, voilà. Toutes ces... Et un troisième pôle qui est transversal et qui porte sur les publics et l'action territoriale. Notre mission est d'essayer d'irriguer et d'équilibrer un peu les territoires au niveau des équipements culturels, comme par exemple des médiathèques ou des scènes de musique. Donc nous ne sommes que très rarement tout seuls sur un sujet, sur un dossier. En général, effectivement, on expertise, on conseille, on subventionne, mais on le fait aux côtés des collectivités territoriales que sont donc la région, les départements, les métropoles, les communes et les communautés de communes. Voilà. Du 17e, il y a 2 ateliers que vous pouvez voir tranquillement après la visite. C'est une thématique sur le patrimoine ferroviaire, puisque cette année nous fêtons les 100 ans du rail au niveau européen, parce qu'il y a une thématique européenne. Et mes collègues ont recensé tout le patrimoine ferroviaire protégé monument historique. Il y a un autre projet autour de l'architecture, celui-ci. Je ne sais pas si vous le savez, il y a énormément de gares, d'anciennes gares, désaffectées, et notamment il y en a une sur Lunel, et il y a un gros projet de réhabilitation de cette ancienne gare à Lunel, et c'est Patrick Bouchat, l'architecte assez connu au niveau national, même international, qui propose à des architectes de rester 1 an ou 2 dans ces lieux pour essayer de trouver une redestination culturelle à l'ancienne gare de Lunel. À 15h, puisqu'on vous parlait de la diffusion de nos connaissances, nous avons une publication gratuite qui s'appelle Duo, une collection éditée et produite par la DRAC. Et cet après-midi, il y aura les 3 derniers duos qui sont récemment parus, les 800 ans de la fac de médecine et les établissements juifs de Montpellier. Donc les auteurs sont là pour présenter ces 3 nouveaux ouvrages et vous pourrez les emporter.
situe à l'hôtel de Grave, donc, comme vous l'avez vu, site de la DRAC Occitanie sur son site de Montpellier. C'est un lieu vraiment riche en couches successives de l'histoire, qui va donc du Moyen-Âge évidemment jusqu'au XXe siècle. Alors ici, c'est vraiment la fin du XIXe siècle, à partir des années 1870 à peu près. Vous avez une réinterprétation complète de ce vestibule qui était beaucoup plus modeste, en tout cas dans sa hauteur. On ne sait pas à quoi il ressemblait exactement, le vestibule classique de Davillers. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait également un dôme et un lanterneau en haut qui laissait passer la lumière de manière zénithale. Aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus complexe avec une belle galerie à l'étage et 3 différentes, ouvertures zénithales avec des vitraux qui, évidemment, laissent passer encore davantage de lumière. Donc quelque chose de beaucoup plus vaste qui est plus en accord avec cette volonté de représentation qu'avait la bourgeoisie montpelliéraine à la fin du XIXe siècle. Il leur fallait quelque chose d'un peu noble, où ils pouvaient recevoir. Donc là, nous sommes dans le premier hôtel particulier, c'est-à-dire l'hôtel de Jean de Sartre, vers les années 1630. C'est le XVIIe siècle où on continuait à utiliser les voûtes à croisée d'ogives, parce que c'était vraiment quelque chose de traditionnel, dont on avait l'habitude de faire, et c'était quelque chose effectivement de solide. Ce que vous pouvez constater, c'est bien entendu la différence de niveau. On est passé donc du rez-de-chaussée au sous-sol, mais on est ici, bien entendu, par la force des choses, passé d'une fonction de réception, une fonction plutôt noble, à des fonctions subalternes, comme des entrepôts. On pense que cette salle, en tout cas, était utilisée pour entreposer des choses pondéreuses, assez lourdes, peut-être des cajots de nourriture, puisque vous voyez qu'on a un certain nombre d'anneaux qui sont accrochés sur les voûtes. On a construit un puits qui permettait aux gens, évidemment, de puiser l'eau pour la nourriture, pour la cuisine, et pour différentes fonctions, nettoyage, etc. Quand même un puits très profond, puisque nous sommes au sommet de la colline, d'une des 2 collines de Montpellier, et la nappe phréatique doit être à peu près à moins 30 mètres par rapport à notre situation. Et vous allez constater qu'on ne voit pas le fond de ce puits, et vous pouvez le regarder, il se trouve un peu plus loin, mais ce n'est pas un puits médiéval, c'est vraiment un puits de la fin du XVIIe siècle. Vous avez ici une pièce qui est vraiment représentative de cette nouvelle distribution qui efface complètement la distribution de la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire la distribution classique, et qui est une grande pièce qui servait de bureau, mais aussi d'accès aux différentes parties de l'hôtel. Vous avez surtout l'accès entre le vestibule et les jardins, mais aussi l'accès vers les bureaux. La pièce était bien entendu, comme l'ensemble de ces pièces à l'époque des Vespuces, très richement décorée d'un mobilier. C'était aussi des collectionneurs qui achetaient chez les antiquaires. Il y avait de grandes tapisseries des Flandres, une très très belle tapisserie qui se trouve aujourd'hui au château de Flaugergue, dans l'escalier. Vous avez encore les dessus de porte en tapisserie, mais le reste, ce sont des œuvres évidemment, comme vous le voyez, contemporaines. On va continuer avec la visite d'une très belle pièce, qui est la plus belle pièce de l'hôtel particulier, qui est en fait le salon de musique. Donc cette haute bourgeoisie pratiquait beaucoup la musique, et il y avait presque toujours dans ces hôtels un salon dédié à la musique.
Nous continuons donc notre périple dans le 19e siècle, ou plutôt dans la fin du 19e siècle, avec ce jardin et ce bâtiment, qui est un autre hôtel particulier, qui a été construit vers les années 1890, un peu avant et terminé un petit peu après. C'est la volonté de Joseph d'Espous de construire une résidence pour sa fille, qui a épousé un vicomte de Villarmois, d'où le nom Hôtel de Villarmois. Et les jardins exactement dans la même période, au centre duquel il y a un bassin circulaire avec ses colonnes en marbre de Cône-Minervois, donc le marbre rouge veiné de blanc, qui proviennent probablement de l'église conventuelle des Ursulines, le couvent des Ursulines étant tout proche. C'est l'actuelle cité de la danse, mais servent depuis les Despous à agrémenter ce jardin romantique.